Voix et astuces spirituelles. Je suis avec Sa Majesté Joma Mousso. Bonjour. Bonjour, mon cher Achirou. Vous êtes chercheur en spiritualité endogène et ésotérisme. Ce jour, vous êtes là pour nous parler de la théorie germosomatique, pour nous faire comprendre la sorcellerie, le vaudou et le culte des ancêtres dans l'ésotérisme et la spiritualité endogène africaine. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà par la théorie germosomatique? Alors, cher Achirou, je vois beaucoup de personnes, suite à notre dernière émission, ont été intéressées, du moins, à comprendre davantage la théorie germosomatique. Vous savez, la théorie germosomatique n'est pas une invention. C'est juste une découverte. C'est juste, en quelque sorte, une approche qui permet quand même de comprendre la spiritualité et l'exotérisme endogène. Vous savez, d'avance, quand on parle de germosomatique, il faut comprendre qu'il s'agit du germinal et du somatique. Mais de quoi il s'agit? Des termes germinal et somatique. Alors, le monde est dans une dualité. Le monde se manifeste dans une dualité. Il y a le plus et le moins, le mâle et la femelle. Alors, quand on parle de spiritualité, il s'agit toujours de la manifestation de l'esprit sur la matière. Alors, lorsque nous prenons notre endogénéité, alors, tout ce que nous faisons, comme les us et coutumes dans leur manifestation, comme de la spiritualité et l'exotérisme, si vous ne maîtrisez pas la théorie germosomatique, ce qu'on appelle en fond Yesu, Yesi, vous ne pouvez pas comprendre la spiritualité. C'est pourquoi la maîtrise de l'esprit est cruciale toujours pour des objectifs spirituels et matériels. Et lorsque nous parlons de la théorie germosomatique, il s'agit des esprits. Alors, les esprits, il y en a de deux, le mâle et la femelle. Alors, l'esprit que nous appelons germinal, c'est l'esprit qui abrite un homme. Et l'esprit qui, ajouté à du sang, porte le nom d'âme. Et cet esprit, en quelque sorte, est le programme, le projet, le destin d'une personne, ce qu'une personne peut devenir. Alors, nous avons pu distinguer et savoir que cet esprit est en quelque sorte le programme de vie d'une personne, ce que la personne, les aptitudes que la personne doit avoir. Et c'est cet esprit qui vit dans le sang. Et dans le sang, il transcrit les informations qu'il a en pratique, en réalité, ce qui constitue le destin de la personne, le déroulement du programme soft de vie de la personne qui se réalise. Cet esprit, c'est un esprit mâle, qui a une grande capacité d'enregistrement et une bonne aptitude de transcription de ces informations en acte. Alors, l'esprit germinal, ce n'est pas un esprit qui se déplace. Ce n'est pas un esprit qui est mobile. C'est un esprit qui vit dans le sang. Et le sang est la matière nourricière de l'esprit germinal. Et entre l'esprit germinal et le sang, c'est comme l'aimant et le fer. Lorsque du sang se retrouve quelque part, ce sang et l'esprit germinal s'attirent et ils restent ensemble. Alors, c'est ce type d'esprit qu'on appelle esprit germinal. Et il faut le comprendre. Il faut comprendre ses caractéristiques, ses manifestations. C'est ce type d'esprit, quand une personne meurt, c'est ce type d'esprit qui quitte la personne en réalité. La mort n'est rien d'autre que le dessèchement de la matière nourricière de l'esprit germinal. Et cette matière nourricière, c'est le sang. Alors, lorsqu'une personne décède, l'esprit germinal fuit vers les périphéries de la personne et va au niveau des cheveux et les ongles. Alors, qu'est-ce que nous appelons esprit somatique? L'esprit somatique, ce sont les types d'esprits alors qui sont des esprits missionnaires qui transportent de l'information spirituelle quand nous faisons de l'exotérisme, nous faisons les rituels spirituels. Ces rituels spirituels constituent des fils conducteurs, génèrent de l'énergie et cette énergie, c'est ça qui va agresser l'humain pour installer en quelque sorte l'équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Alors, tout ce que nous voyons comme divinité, générant de l'énergie. Et ces énergies que toutes les divinités, que ce soit Mami, Dansa, Pata, tout ce qui est divinité, d'accord? Et ces divinités ont un autel. Et cet autel, c'est ça que nous appelons les déités. Et ces déités sont constituées d'éléments de la nature. L'énergie que ces déités génèrent, que nous appelons une divinité, parce que ce n'est pas de l'énergie maîtrisable, manipulable, touchable. Et ces énergies sont transportées par les esprits somatiques qui vont soigner en quelque sorte une pathologie dans l'humain, dans la vie de l'humain,
sachant que notre âme respire. Et de quoi respire notre âme? Notre âme respire de bénédictions, de prières. Et ces bénédictions et ces prières vont soigner des pathologies spirituelles au niveau de l'âme. Et lorsque nous prenons l'homme, l'homme est constitué de la peau, de la chair, du sang et de l'âme. Ouais, de l'extérieur de la vie dans laquelle nous nous retrouvons, partent des informations qui quittent la périphérie de la peau, entrent dans la chair, de la chair dans le sang, et du sang vers l'esprit germinal qui, en quelque sorte, avec du sang, est de l'âme. Alors, pour soigner ces déséquilibres dans la vie d'une personne, on utilise des esprits somatiques. Mais l'esprit somatique a une faible capacité de donner. D'accord? C'est l'esprit femelle en quelque sorte. Lui transporte une vibration et après avoir accompli la mission de la vibration, elle s'estompe. Et elle n'a pas une longue durée de vie. C'est de l'esprit manipulable. Et c'est ces deux esprits qui animent la dualité dans la vie où on parle d'esprit germinal, qui n'est rien d'autre que l'esprit gamète, qui va transporter le matériel génétique d'un individu à une autre génération sur des générations à venir. Alors, Maïssé Djamamousso, pour mieux comprendre, dites-nous, est-ce que la théorie germosomatique explique-t-elle la sorcellerie? Tout à fait. La théorie germosomatique explique la sorcellerie parce que pour comprendre la sorcellerie, nous n'allons pas parler et faire des débats sociaux de la sorcellerie. Mais je veux peut-être utiliser la théorie germosomatique pour expliquer le fonctionnement de la sorcellerie. Allez-y. Vous savez, un être vivant, quand je parle d'être vivant, il s'agit des humains, des animaux ou des végétaux. La sorcellerie existe au niveau des végétaux, au niveau des animaux et au niveau de l'humain. Alors, les êtres vivants sont constitués de trois choses. La première des choses, c'est le corps physique. Et ce corps physique est constitué de la morphologie et du faciès de la personne. Et c'est ce corps physique qui permet d'identifier Ashiru de Majesté Faïnso. Et quand on les voit, on peut les reconnaître. Ça, c'est le corps physique, ça. En dehors du corps physique, il y a le corps psychique. Et ce corps psychique est composé d'organes que l'esprit peut naviguer, que l'esprit peut manipuler, que l'esprit peut conduire. Et les organes, c'est déjà comme le cœur qui a son autonomie de fonctionnement. Les reins qui ont leur autonomie de fonctionnement à purifier le sang. Les poumons qui ont leur autonomie de se contracter ou de se recontracter, de se décontracter pour faire entrer l'air et faire sortir l'air. Alors, ça, cet ensemble-là, c'est constitué d'organes que l'esprit peut manipuler. Maintenant, notre être est constitué d'une dernière chose. Laquelle? C'est de l'esprit germinal. Et cet esprit germinal-là, ajouté à du sang dans l'organisme, s'appelle âme. Alors, l'esprit germinal est quoi? Il est comme le chauffeur qui va conduire, qui va manipuler les organes à la volonté du programme que comporte l'esprit germinal. C'est comme Ashiru. Kader est déjà né. L'esprit germinal qui est son destin, qui est le programme soft en lui, va ouvrir les yeux d'Ashiru à volonté, va manipuler les oreilles, la tête, les pieds, même les organes qui sont à l'intérieur à volonté. Si Ashiru veut que son ventre soit gros, il fait une alimentation. S'il veut que, comment on appelle, ses yeux coulent de l'âme, alors ça dépend de lui pour mettre du piment, peut-être sur ses yeux, et ça va pouvoir peut-être sécréter les larmes, ainsi de suite. Donc vous comprenez que nous sommes constitués de trois choses: le corps physique, le corps psychique doté des organes déjà en fonctionnement, d'accord? Et ces organes ont une autonomie de fonctionnement. Et comment ça fonctionne? La troisième chose est l'esprit germinal qui n'est rien d'autre que l'âme qui va conduire. C'est un peu comme vous allez à la Soka, une société de fabrication de voitures. D'accord? Vous achetez la voiture, il y a déjà la forme physique de la voiture qui vous permet de savoir qu'il y a différentes 4x4 ou voitures ou vélos. D'accord? En dehors de ça, il y a à l'intérieur de la voiture les freins, les pompes à essence et toutes les formes de pièces qui concourent au fonctionnement de la voiture. Mais tout ça là ne fait pas fonctionner la voiture. Il faut un chauffeur. Et ce chauffeur va conduire la voiture. Le chauffeur ici est représenté en quelque sorte par l'esprit germinal, qui est l'âme, qui va animer, conduire le véhicule, le conduire vers où on veut, selon sa volonté.
D'accord. Les pompes à essence et autres, tout le phare, les clignotants, les klaxons, tout ça là constitue le corps psychique parce que ces organes, c'est l'esprit germinal qui va les manipuler. Mais le corps physique, c'est ce que nous voyons en grosso modo. La sorcellerie, c'est quoi en réalité? Voilà, merci d'y venir. C'est l'aptitude que certaines personnes ont à sortir leur esprit germinal de leur corps. Alors, comprenez qu'à la naissance d'une personne, il y a en dehors de la fécondation physique que nous voyons dans les microscopes où spermatozoïdes et ovules se mettent ensemble pour former par méiose, comment on appelle, le fœtus. Oui. Alors, ça c'est la fécondation physique que les microscopes montrent. Mais au jour de l'accouchement, il y a une fécondation spirituelle. C'est à ce jour que l'esprit germinal, qui n'est rien d'autre que le programme de vie d'une ancienne personne, va féconder spirituellement la nouvelle personne. Et on dira que le bébé va prendre en quelque sorte son destin en main. Mieux de dire que le bébé va prendre son programme, son esprit germinal, pour développer dans le sang de l'individu le programme du futur. Comprenons que lorsque on veut faire l'accouchement, au temps de nos ancêtres, on accouche à la maison et on meurt aussi à la maison. Parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Alors, c'est pourquoi vous avez la chance d'être réincarné par vos ancêtres. Alors, vous voyez, le sang et l'esprit germinal sont comme des aimants. Et lorsque, durant l'accouchement, certains esprits germinaux sont attirés par du sang venant du compartiment de la maman pour aller s'installer dans la cavité de la maman. Mais la maman dispose déjà d'un programme de vie, d'un programme soft, d'un destin déjà. Ce destin refoule ses esprits. Mais la cavité du bébé est vide. Et cette cavité va choisir un seul programme de vie qui n'est rien d'autre qu'un seul esprit germinal. Et le développement ou la transcription du premier programme de cet esprit germinal va constituer le premier cri que le bébé va émettre, que nous appelons vagissement. Alors, si l'esprit germinal peut féconder une personne et entrer en la personne pour devenir son programme de vie, alors naturellement, certaines personnes ont une aptitude, et cette aptitude, c'est que leur esprit germinal peut quitter leur corps. Et lorsque l'esprit germinal de la personne quitte le corps, vous allez constater que la personne physiquement est à côté de vous, dort, son cœur bat, les organes fonctionnent, il respire très bien, mais quand vous le tapez, vous tapez cette personne, vous allez constater que la personne ne va pas se réveiller. C'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que lorsque tout de suite on voit une personne qui dort et qu'on la réveille et qu'elle ne se réveille pas, est-ce que de go, cette personne est une sorcière? Cette personne développe déjà des aptitudes de sorcellerie parce que le chauffeur, qui est l'esprit germinal qui va conduire ses organes, n'est plus là. D'accord? Mais les organes sont là dans leur autonomie de fonctionnement. Mais quand est-ce que le sorcier opère cette alchimie? Je vous ai dit que l'esprit germinal est immobile. Lui, il ne se déplace pas. Par contre, les esprits somatiques se déplacent. Le sorcier opère cette alchimie quand il est en contact d'un animal, est en contact d'un drone, d'un missionnaire, d'un chargé de mission. Et lorsque l'animal se met en contact du sorcier, alors l'esprit germinal du sorcier quitte la cavité, quitte le volant de l'individu et s'accroche à l'animal et prend contrôle des organes de l'animal. Je vais vous dire que lorsque nous prenons le monde des êtres vivants, le monde animal, d'accord, dispose du monde végétal, a de pouvoir sur le monde végétal. Ça veut dire que l'esprit germinal des animaux domine l'esprit germinal des végétaux et les animaux feront des végétaux ce qu'ils veulent. Et lorsque nous venons au niveau des animaux, un oiseau, l'homme, attendez, oui. L'homme, il est le plus dominant de tous les animaux. Par conséquent, l'esprit germinal d'un homme domine l'esprit germinal de tous les animaux et l'homme peut disposer de tous les animaux. Par conséquent, lorsque l'esprit germinal du sorcier quitte le sorcier, il prend contrôle du corps d'un animal. Et quand il prend contrôle du corps d'un animal, il utilise maintenant les organes psychiques de l'animal, comme les yeux, les pieds et autres de l'animal, et prend contrôle de cet animal-là. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que le sorcier veut se déplacer pour aller vers un objectif. Et cet objectif peut être aller vers une plante,
pour lire le programme d'élaboration de cette plante-là, le programme soft de cette plante-là, pour détecter que cette plante peut soigner le paludisme, ça peut soigner les maux de ventre, peut traiter les maux des yeux ou toutes les formes de maladies. C'est pour vous dire que la sorcellerie est d'abord un instrument de prospection, un instrument d'innovation, un instrument de progrès en réalité. Mais l'objectif peut ne pas être d'aller vers une plante. Elle peut contribuer au développement et à l'innovation? Non, mais elle contribue au développement et au progrès. Mais pourquoi, comment se fait-il que nos ancêtres, depuis, avant même que les sciences ne naissent, ont pu découvrir que le quinquériba peut soulager le paludisme et plus tard, les microscopes inventés par la science, en quelque sorte, viennent confirmer ça. Ça veut dire que Galilée, avant de constater que la Terre tourne, d'accord, est sorti de son corps et est allé vers un niveau donné, d'accord, pour observer. Et quand il est revenu dans son corps, ce qu'il dit, les autres trouvent ça de sorcier. La sorcellerie peut être, l'objectif de quitter le corps avec l'esprit germinal, peut être d'aller vers Achirou. Kader. Non, pas vers Achirou. Non, ça peut être d'aller vers une personne. Et lorsque il va vers cette personne, il prend contrôle du corps physique et du corps psychique de la personne. Alors, est-ce que deux chauffeurs peuvent conduire une voiture? Non. Non. Alors, quand le sorcier prend contrôle de votre véhicule, qui est votre cage, qui est votre être, d'accord, ça devient deux chauffeurs qui sont dans une voiture et c'est là que vous attaquez un sida spirituel. Ça veut dire que Achirou veut aller vers Dantokwa, veut aller vers la France, mais le sorcier veut qu'il aille au Brésil. Achille est allé dans un bar ou dans un restaurant, il a la volonté de prendre un petit verre de whisky, mais le sorcier lui impose le désir d'aller à 6 à 7 verres. Vous comprenez? Donc, je ne veux pas donner d'exemples multiples, mais oui, c'est de faire comprendre que la sorcellerie, dans les deux sens, ça peut être utilisé. C'est le moyen d'innovation plus puissant, même que Google, plus puissant que Wikipédia. D'accord? Et elle permet de faire des recherches. Les vrais sorciers, pour ne pas dire, les sorciers intelligents utilisent leur sorcellerie pour découvrir. La sorcellerie nous permet d'interagir en quelque sorte avec le monde invisible. Parce que tout ce que nous voyons de physique comme ça n'est qu'une fraction, en quelque sorte, de ce qui se retrouve dans l'invisible. L'invisible. Alors, tout à l'heure, je voulais vous poser une question là. Comment on peut expliquer le mystère du fait qu'on voit, par exemple, un oiseau se métamorphoser à nouveau en homme? Bon, je peux vous dire, d'après mes recherches, utilisant la théorie germosomatique pour vous dire, je vous ai expliqué, quand le sorcier sort de son corps, il accroche son esprit germinal, il domine un animal. Vous comprenez? Et l'animal, d'accord, va l'amener vers une mission donnée. Le sorcier choisit l'animal avec lequel il va opérer cette alchimie en fonction de la mission que l'animal et le sorcier a à faire. Alors, lorsque le sorcier part, l'animal l'emporte vers sa mission, le sorcier, pour opérer cette alchimie, va se cacher quelque part. Il peut monter sur un arbre, il peut se cacher dans un endroit où vous autres, vous n'allez pas venir le persécuter parce que quand son chauffeur n'est pas au volant, alors on peut venir pensant qu'il est malade et le déplacer de l'endroit. Mais quand est-ce qu'on dit qu'un homme s'est transformé en oiseau ou un oiseau s'est transformé en homme? Aucun homme ne se transforme en oiseau, aucun oiseau ne se transforme en homme. Ce qui se passe et les autres ne voient pas. Lorsque l'individu s'est caché quelque part pour opérer cette alchimie, il peut aller monter sur un arbre pour se cacher là où personne ne peut imaginer qu'il vienne. D'accord? Et c'est en cet endroit qu'il opère l'alchimie et l'oiseau l'amène. Mais au retour de la mission, les gens peuvent voir un oiseau grand, un animal bizarre, et cet animal peut pousser leur curiosité. En un clin d'œil, l'animal va vers l'arbre. D'accord? Et vous découvrez enfin que quand vous êtes allé sur ce arbre-là, vous allez trouver
un homme ou une femme qui est sur l'arbre, d'accord, et qui ne se déplace pas, ou qui a commencé par se déplacer. L'animal oiseau est venu communiquer, libérer ou livrer l'esprit germinal à sa cage, à son propriétaire. Et quand il est parti, vous ne l'avez pas vu quand il partait. D'accord. De la même manière, lorsque vous surprenez quelqu'un qu'on réveille et qui ne se réveille pas, et cette personne est soupçonnée déjà de sorcier, alors observez ou bien mettez des caméras là, vous allez voir qu'un animal bizarre va venir se frotter contre la personne pour lui libérer son esprit germinal. C'est en ce temps que la personne prend contrôle de son corps. Et ceux qui n'ont pas compris que c'est un animal qui est venu communiquer la vibration aux sorciers, se disent que c'est l'animal qui s'est transformé en le sorcier. Non, l'animal, le déplacement de l'animal a amené leur curiosité à aller vers où, comment on appelle, le sorcier a opéré son alchimie. Mais quand l'animal s'en va, les autres ne poussent plus la curiosité de voir l'animal arriver là-bas. C'est l'homme qu'ils voient. Et ils se disent, il s'est transformé en oiseau et aucun homme ne se transforme en oiseau et aucun oiseau ne se transforme en homme. Mais un homme peut utiliser le corps physique et psychique d'un animal pour aller à une mission. Et au retour, l'animal doit nécessairement revenir libérer ou livrer l'esprit germinal au corps physique et psychique du sorcier qui va prendre contrôle. Vous dites assez de choses sur lesquelles peut-être on peut revenir dans les semaines à venir probablement. Mais très rapidement, puisqu'on avons progressivement vers la fin de cet entretien-là, qu'en est-il du culte des ancêtres et de la réincarnation? Oui, vous voyez, nos ancêtres ne se sont pas trompés en inventant le culte des ancêtres. Je vous ai dit, l'esprit germinal, qui est le programme de vie, le programme soft d'une personne, a deux mémoires. Une mémoire d'avenir et une mémoire de sagesse. Et à l'intérieur de ces deux mémoires se trouvent différents programmes. Le premier programme, qui est la mémoire d'avenir, ce n'est rien d'autre que le destin, le programme de vie de la personne qui, dans le sang, sera transcrit en réalité pour que le destin de la personne s'accomplisse. La seconde mémoire n'est rien d'autre que la mémoire de sagesse. Tout ce que l'individu est en train de réaliser comme acte est enregistré dans cette mémoire. Alors, de telle enseigne que la personne peut avoir souvenir de tout ce qui s'est réalisé dans sa vie. Lorsqu'une personne décède, d'accord, la mémoire de sagesse cesse d'enregistrer. Mais la mémoire d'avenir commence par enregistrer de nouvelles données. Et ces nouvelles données sont les faits, les qualités, le perfectionnement que la prochaine personne que l'esprit germinal va réincarner, va réaliser comme destin. Alors, le culte des ancêtres, c'est quoi? C'est-à-dire l'esprit germinal de celui qui est décédé. Si on réussit à l'amener dans un panthéon, ce que nous appelons Yohonula, toutes les prières que nous faisons, toutes les bénédictions, tous les souhaits et tous les actes perpétrés dans notre environnement sont enregistrés par ces esprits germinaux-là. D'accord? Parce que demain, ces esprits germinaux vont réincarner une autre personne. Et quand ces esprits vont réincarner une autre personne, qu'est-ce qui va se passer? C'est les souhaits, les vœux que nous sommes en train d'ajouter aux ancêtres qui seront en quelque sorte transcrits en acte pour les humains de demain. Je dis la réincarnation, c'est une opportunité pour le progrès. Elle permet aux humains d'aujourd'hui de définir les types d'humains, la qualité des humains de demain. Donc le culte des ancêtres n'est rien d'autre que préparer le progrès, préparer l'avenir. Alors, qu'en est-il d'une personne qui est décédée? Parce que parfois, il y a des hérésies spirituelles que, avec le temps, les gens vont éradiquer de notre culture. Ouais, aujourd'hui, par exemple, dans notre culture, on faisait l'excision, non? Mais aujourd'hui, on ne le fait plus. On ne fait plus l'excision. C'est dépassé, c'est devenu obsolète, c'est désuet, c'est contre-valeur. De la même manière, une personne qui est décédée, qui a reçu des bénédictions, des prières, tout ça, et qui a réincarné une autre personne, ça sert à quoi de continuer de lui faire la prière si l'instrument génétique spirituel qui va recevoir la prière n'est plus et a déjà réincarné une autre personne?
c'est ce qui nous pousse à faire des recherches davantage pour comprendre et savoir si votre père, votre mère qui est décédée, est-ce qu'il n'a pas encore réincarné une autre personne? Ces recherches continuent pour qu'on cesse de prier, pour qu'on cesse de s'efforcer de faire des rituels de libation pour une personne qui a déjà réincarné. Une forme d'hérésie spirituelle qui se retrouve dans notre culture. On dit que le monsieur a déjà réincarné une autre personne. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il va recevoir les prières et les bénédictions qu'on lui fait? C'est une question. Est-ce que la même personne peut réincarner plusieurs personnes? C'est faux. Mais il y a de ces erreurs dans notre culture que je crois que le perfectionnement va venir, où on va enlever certaines choses dans des us et coutumes parce que le développement scientifique montre qu'il y a une insuffisance. Parfois, il y a des superstitions, parfois, il y a quelques folklores. Mais pour comprendre l'exotérisme endogène et la spiritualité endogène, il faut nécessairement maîtriser la théorie germosomatique. Une autre question. Une dernière question pour conclure. Comment vous pouvez vous expliquer cet adage qui dit tout se paie ici-bas? Lorsqu'on suit tout à l'heure votre développement à l'instant, tout se paie ici-bas, comment vous l'expliquez? Tout à fait, c'est la justice divine. Oui, la justice divine. La théorie germosomatique l'explique. Comment? Oui. Vous perpétrez un acte, vous commettez un acte dans un environnement et vous pensez que personne ne vous a vu. C'est faux. Il y a des esprits germinaux dans l'environnement dans lequel vous êtes en train de commettre votre acte qui ont enregistré vos actes, vos faits, comme leur programme de vie, dans leur programme de vie. Et demain, d'accord, demain, un individu va naître, un individu sera réincarné et va répéter exactement dans une précision donnée, ce que vous aviez fait. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, votre fils que vous avez mis au monde est devenu le magistrat qui va vous juger demain? Et quand certaines personnes pensent que c'est trop tard qu'une personne soit réincarnée pour transformer les programmes en actes. Donc c'est pour dire que dans l'environnement dans lequel vous vous retrouvez, il y a le fait-humain, ou le village des morts. Il y a des esprits germinaux qui sont autour de vous. Et ces esprits germinaux enregistre tout ce que vous êtes en train de faire, même s'il n'y a personne dedans. Et un jour, une personne viendra témoigner de ce que vous avez fait et vous allez vous retrouver groggy. Vous allez vous demander même, est-ce qu'il était là? De la même manière, vous voyez, on peut. Pourquoi les gens se veulent être nécessairement enterrés dans leur famille, dans leur pays? Parce qu'il y a le matériel génétique spirituel. Tout ce que Ashiru a eu à commettre dans sa vie, tout ce que le grand-père de Kader a eu à faire dans sa vie là, est enregistré dans la mémoire de sagesse de Ashiru. Mais il faudrait que l'esprit germinal de Ashiru, qui a un esprit, qui a une mémoire d'avenir et une mémoire de sagesse, d'accord, puisse réincarner une personne dans sa famille. Sinon, c'est une perte. Parce que la réincarnation d'une personne dans ta famille, elle a quoi? Elle a quel atout? Si un monsieur comme le général Mathieu Kérékou est enterré en Occident, aux États-Unis, c'est une perte pour le Bénin parce que dans la mémoire de sagesse du général Mathieu Kérékou, d'accord, se retrouvent tous les faits d'expérience du général Mathieu Kérékou. Et lorsque sa mémoire et son esprit germinal va réincarner une autre personne, cette personne peut faire une introspection sur elle, d'accord, pour lire dans les anciens programmes du général Mathieu Kérékou, d'accord, pour prendre des décisions, pour vivre. Donc la mémoire de sagesse est en quelque sorte une béquille sur laquelle l'homme peut s'appuyer. Un dossoir, si on peut le dire ainsi. Pardon? Un dossoir. Un dossoir, c'est une richesse. Et lorsque vous enterrez l'individu ailleurs, c'est que ça devient une perte pour, comment on appelle, votre communauté, la communauté, pour votre collectivité. D'accord. C'est pourquoi nécessairement, lorsqu'une personne meurt à distance, on estime, et ce n'est pas une estimation, l'esprit germinal, je vous l'ai dit, il fuit vers les périphéries du corps. Et là, ces périphéries du corps sont les ongles et les cheveux. On rase les cheveux, on taille les ongles et on les amène dans le panthéon pour que cet esprit germinal réincarne une autre personne dans la famille, dans la collectivité, dans l'ethnie, pour que cette personne puisse bénéficier du matériel génétique spirituel de la personne
qui avait vécu, de l'expérience de la personne qui avait vécu. Ouais, quand on parle du karma, tout ça là, ça s'explique par la théorie germosomatique. Vous allez voir des gens, parfois, qui sont tranquilles, mais pleurent. Vous savez pourquoi ils pleurent? Ces personnes pleurent parce que elles font une introspection oui. Et elles lisent peut-être dans le fichier de celui qui avait porté leur esprit germinal par le passé. Et celui qui avait porté l'esprit germinal par le passé peut avoir été quelqu'un qui est resté en prison. Vous comprenez? Donc, merci. La nouvelle personne peut lire ça et peut sentir du stress, peut être anxieuse. Voilà. Nous allons continuer. Merci à vous, Majesté Djobamousso. Pour aborder peut-être le vaudou. Oui, oui, tout à fait. J'avais des questions également que j'avais prévues pour vous, mais le temps qui nous était parti est arrivé à échéance. On va se retrouver tout à l'heure pour le panel de discussion avec Majesté Sonayon Fanyiso et Atifa Olafa. On va débattre autour du vivre ensemble, de vivre ensemble avant le mariage. Est-ce un bon test ou une voie à l'échec? C'est tout de suite dans la tribune virale.